On commence l'émission avec Philippe Léger, chroniqueur politique. Salut Philippe. Bonjour Maria. Écoute, j'ai juste de faire mes manchettes il y a quelques secondes à peine. Et là, déjà dans la messagerie, il y a quelqu'un avec les initiales FL, de War la CAQ. Écoute, c'est François Legault lui-même. C'est clair. C'est peut-être lui-même. Oh mon Dieu, j'avais même pas pensé. Écoute, j'ai l'impression que les élus de la CAQ ont eu un dur réveil en prenant connaissance des résultats d'un sondage léger là, publié ce matin dans le Journal de Montréal. La CAQ dégringole dans les intentions de vote et est maintenant au 3e rang. Derrière le PQ, le PLQ. On pose la question aux auditeurs, Philippe, puis on veut vous entendre. Écrivez-nous, appelez-nous. Là. Est-ce que vous êtes tanné de la coalition Avenir Québec? Si oui, pourquoi? Et est-ce que vous avez l'intention de voter différemment aux prochaines élections? C'est une grande question. Les numéros de téléphone pour nous appeler: Montréal, 514-790-9850. Ailleurs au Québec, c'est le 1-866-790-9850. Et par texto, le 98985. Philippe, peux-tu juste me détailler les faits saillants là, de ce sondage qui a été publié ce matin? Planter un peu le décor. Le Parti québécois est à 33 %. Donc, le Parti québécois, avec Paul Saint-Pierre Plamondon comme chef, est assez loin devant le Parti libéral du Québec, qui est à 21 %. Donc, on fait la différence entre 33 et 21. C'est plus 12 % pour le Parti québécois en première place. Ce qui est un bon sondage pour le Parti québécois, pas seulement parce qu'il monte de quelques points, mais parce qu'il y avait toute une menace autour de Donald Trump qui puisse faire mal à l'indépendance et au projet indépendantiste. Ce qu'on voit, c'est que cet argument-là n'a pas vraiment tenu, c'est pas maintenant vraiment maintenu dans le temps, parce qu'on en a souvent parlé ensemble. L'appartenance canadienne, est-ce que ça va faire mal au projet indépendantiste? C'est un sujet récurrent, mais en même temps, on va y revenir plus tard, mais je veux juste le mentionner tout de suite. Je lisais justement dans l'article du Journal de Montréal qu'il y a le tiers des adhérents au PQ qui sont fédéralistes. On va y revenir ensemble, parce que mais il y a quand même ça qui attire l'attention. OK. Et la CAQ en 3e position. Là, tu disais, c'est le sondage, puis là, dans l'article du Journal de Montréal, on dit que c'est le plus bas depuis que la CAQ a pris le pouvoir en 2018. Je vais même être un peu plus précis. La CAQ est à son plus bas depuis novembre 2015. Novembre 2015, donc depuis pratiquement 10 ans. Donc 20 % dans un sondage. Ça, c'est comme si la CAQ revient à son score des premières années. La CAQ a été fondée en 2011, juste avant l'élection de 2012. Là, est-ce que tu prends les résultats de l'ADQ qui étaient... Non, je prends la fondation de la CAQ Vraiment 2011. la CAQ, OK. A monté très, très rapidement, après redescendu. Et la dernière fois qu'ils ont tenu 20 % dans un sondage léger, j'exclus les autres sondages, c'est en novembre 2015. Donc, ça montre à quel point ça va mal du côté de la CAQ dans ce deuxième mandat-là. Et c'est une descente qui a commencé quasiment le lendemain de l'élection de 2022. C'est quand même assez fascinant parce qu'il y a eu un score incroyable à l'élection de 2022. Ce fut un raz-de-marée caquiste, bleu caquiste. Et là, c'est comme si depuis, à chaque événement, ça descend de plus en plus. Et là, on pose la question aussi du « Est-ce que vous voudriez un changement de gouvernement à la prochaine élection? » C'est 63 % des Québécois qui se disent « Ouais, il faudrait peut-être changer de gouvernement. » Donc, c'est comme, on a un peu l'impression que le gouvernement Legault commence à se retrouver peu à peu dans la position similaire de celle de Justin Trudeau dans les dernières années, où il était plus comme... Justin Trudeau parlait, mais on l'écoutait plus. Il ne se passait plus rien. Exactement. Québec solidaire est à 10 % et le Parti conservateur d'Éric Duhaime du Québec est à 13 %. Donc ça, c'est le panorama. Quand je regarde ce résultat-là, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr l'avenir de François Legault. François Legault est premier ministre depuis 2018. Les conditions qu'il met s'il se représente à l'élection de 2026, et ce qu'il répète depuis des années, c'est si j'ai la santé et si les Québécois le veulent. Bon, on comprend que François Legault a la santé. Un homme plein de vigueur, encore une fois, genre. On peut le voir comme ça. Et mais là, deuxièmement, la deuxième question... si les Québécois le veulent... Je sais pas comment il a lu ça, lui, ce matin. Là. Je sais pas comment il a lu ça, mais si les Québécois le veulent, c'est un critère, une condition qui est subjective. Je veux dire, si les Québécois le veulent, le 20 % des Québécois qui le veulent, mais est-ce que c'est assez pour François Legault se représente? C'est un peu la question. Moi, à ça, je rajoute un autre élément. François Legault a dit cette semaine, je vais me représenter, arrêtez de me poser la question, je ne sais pas comment vous le dire, vous, journalistes, je vais me représenter, lâchez-moi sur cette question-là, je me représente en 2026. Ça, c'est la version officielle de François Legault. Bon, quand j'entends ça, il n'y a pas le choix de dire ça, François Legault. Il ne peut pas dire, peut-être que je vais réfléchir, parce que s'il réfléchit puis il ouvre la porte, je veux dire, la porte va être défoncée par tout le monde, puis il va se retrouver à terre, puis il va être... Ça devient difficile de gouverner dans un contexte comme ça. En fait, tu perds toute ton autorité. Là. Ouais. Tu ne peux pas être un premier ministre qui part dans quelques mois, jusqu'à l'élection de 2026. Là, c'est dans 1 an et demi quand même. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Ceci étant dit, tu regardes les gens autour de François Legault depuis 2018. Pierre Fitzgibbon a quitté. Son boys club qui était autour de François Legault. Pierre Fitzgibbon
Christian Dubé, on comprend qui ça ne présentera pas en 2026. Je pense qu'il l'a déjà dit. Éric Girard risque de ne pas se présenter en 2026, même qu'il voulait se présenter sous la bannière conservatrice avec Pierre Poilievre, mais Pierre Poilievre il a dit non. Donc, tous les gens qui entourent François Legault depuis 2018, sa garde rapprochée, ses piliers de son gouvernement, vont quitter peu à peu. Donc, c'est sûr que quand on regarde ce sondage-là à 20 son plus bas score depuis 2015, soit que François Legault dit « j'ai encore l'énergie pour remonter la pente », c'est ce qu'il dit depuis... parce que c'est pas la première fois que la CAQ, que les caquistes se lèvent puis que dans leur café, c'est bien amer là, en regardant un sondage. Ouais. Là. Ça fait plusieurs mois, là, même ça fait quasiment pratiquement 2 ans. Là. Donc, c'est sûr que quand François Legault voit ça, c'est sûr que c'est un peu décourageant pour lui. Et il se dit, est-ce que véritablement je suis l'homme de la situation pour remonter la barque et la pente de la CAQ en 2026? C'est un peu la question fondamentale. T'sais. Il y a des dizaines et des dizaines de réponses à notre question dans la messagerie. C'est l'image du sondage? Ben oui, je dirais que ça Ouais. va pas mal dans ce sens-là. Mais en même temps, s'il y a des personnes qui trouvent que le gouvernement de la CAQ fait un bon boulot, allez-y, là, c'est sûr qu'il y en a. Ouais. Vous pouvez nous écrire aussi. Mais là, j'en lis quelques-uns tellement tannés de François Legault que du populisme. Je ne suis plus capable. Des maisons des aînés hors de prix, des garderies hors de prix, des études bidons du troisième lien. Beaucoup de décisions qui ont été prises, qui passent au travers de la gorge là, Ouais. des électeurs. J'en lis un autre. Je ne voterai pas pour lui cette fois-ci. Donc là, on parle de quelqu'un qui votait CAQ. Il dit, par contre, c'est une femme, elle dit, je suis consciente que la CAQ subit, tous les laissés pour compte depuis des décennies. Elle dit, les infrastructures du Québec datent des années 50, 60, 70. En 2025, il est temps de revoir le tout et tout arrive en même temps. C'est vrai que, bon, ce qu'on observe n'est pas l'œuvre que de la CAQ. On pense à Maisonneuve, Ouais. Rosemont. Bon, puis là, c'est sûr que tout tombe, tout arrive en même temps. Mais en même temps, il y a des décisions qui auraient pu être prises bien avant. Ouais, je vais répondre à comme un commentaire à la fois. Je trouve que du côté de la CAQ, moi, il y a à la fois des paris qui ont été ratés et des cafouillages qui ont été créés par l'œuvre CAQ. Est-ce qu'on parle de paris? Là? La CAQ s'est présentée en 2022 avec le slogan « Continuons ». La CAQ promettait essentiellement des réformes de structure qui allaient faire en sorte que le service aux patients, aux Québécois, allait être amélioré. Réforme en transport, efficacité, etc. Ils sont présentés comme des bons gestionnaires, essentiellement, puis que les bons gestionnaires allaient pouvoir réformer l'appareil de l'État québécois et donner les meilleurs services. Réforme en santé, Santé Québec. Bon, on voit aujourd'hui que c'est extrêmement difficile de mettre en place cette réforme-là. Puis en santé, moi, j'ai un peu l'impression que c'est la fin de la naïveté. On avait tous un attachement envers Christian Dubé, envers peut-être aussi la promesse de Christian Dubé d'améliorer ce système de santé-là. On voulait y croire quand Christian Dubé parlait. Bon, la réalité, c'est que c'est extrêmement difficile de réformer cette machine-là, voire pratiquement impossible. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la fin de la naïveté québécoise sur la possibilité de réformer ce système-là de santé. Même chose en transport. Bien, il va falloir qu'on voit juste une petite remarque par rapport à ça. Ouais. Ça nous coûte trop cher. Ouais. On n'a plus les moyens de nos ambitions. Fait que, tu sais, Nordvolt, filière batterie. François Legault est arrivé en disant essentiellement que c'était le projet du siècle pour le Québec, là. La filière batterie, on allait avoir des batteries construites au Québec. Bon, Nordvolt, ça s'est un peu effondré, c'est un peu le symbole de la filière batterie. Il en reste un peu, mais c'est pas c'est pas la grande réussite que François Legault nous promettait. Réforme en transport qui ne donne pas ses fruits. Bon, François Legault pensait aussi créer une effervescence autour de l'énergie, autour d'Hydro-Québec. Ça pogne pas vraiment, ça imprime pas vraiment dans la population. Ça, c'est du côté des paris. Quand on va dans la colonne par la suite du cafouillage, écoute, le troisième lien, là, tout l'épisode du troisième qui continue à ce jour, parce qu'on a su dans les derniers jours qu'il y avait encore des contrats qui se donnaient de plusieurs millions de dollars. Je pense que c'était un contrat de 45 millions de dollars qui a été donné à une firme d'architecture, je crois, ou d'ingénierie plutôt. Bon, ce cafouillage-là du troisième lien, ce cafouillage-là autour de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qu'on a vécu dans les dernières semaines, qui est un peu la même chose, cafouillage autour de la SAAQ, tout ça, là, ça a amené à la perte du côté de la Coalition Avenir Québec. Et même plus loin, tu sais, pour changer de position politique, pour quelqu'un qui se dit « Ah, ben moi, je vote à CAQ, mais là, je vais changer, je vais appuyer plutôt le Parti québécois ou le Parti libéral du Québec », il doit y avoir des raisons. Il doit y avoir une poignée de se dire « OK, cette raison-là, ça fait en sorte que moi, je n'écoute plus la CAQ, ce n'est plus mon parti politique. » Puis l'épisode du troisième lien a été en fait partie, comme une cette des auditrice qu'on raisons vient de lire. principales, Mm-hmm. parce que, pas seulement parce que c'est un cafouillage de la CAQ, mais aussi ça incarnait, je trouve, un des travers fondamentaux de la Coalition Avenir Québec et de François Legault, c'est-à-dire de prendre un peu parfois les gens comme du bétail politique et d'essayer de les convaincre de projets comme le troisième lien pour plaire à une partie de la population, même si ça ne fait pas de sens. Écoute, on ne construira pas de pont qui va coûter 5-6 milliards, 7, 8, 10, ni de tunnel ou de bitube ou de je sais quoi, qui va coûter entre 5 et 10 milliards
pour faire plaisir à quelques personnes dans la région de Québec. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là, les infrastructures au Québec. Là. L'époque de Duplessis est terminée. Là. C'est pas comme ça qu'on construit, surtout quand ça coûte tellement cher. Remplacer un feu de circulation, ça coûte 1 million de dollars maintenant. Là. Imaginez construire un pont. Là. Au hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça a coûté 5 milliards de dollars. Puis là, on se dit qu'on va mettre de l'argent dans un pont à Québec de plusieurs milliards. Ça fait aucun sens. Philippe Léger, tu donnes toutes sortes d'arguments qui peuvent expliquer les résultats des sondages, du sondage dont on parle ce matin. C'est-à-dire, on commence à tourner vraiment le dos à la CAQ. Mais en même temps, ça fait très longtemps qu'ils sont au pouvoir. Penses-tu aussi que ça aurait pu arriver, peu importe le gouvernement en place? Il y a comme... On est un peu comme ça. Après un certain moment, après des années, on a un goût de changement aussi. Ben écoute, je pense que depuis Duplessis, il n'y a pas un gouvernement au Québec qui a gagné 3 mandats majoritaires d'affilée. C'est sûr que l'usure du pouvoir... Il y a ça aussi qui s'ajoute. La fatigue d'écouter la même personne. Puis on a moins de tolérance. Moins de tolérance, bien sûr. Ça, c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des cafouillages de la CAQ qui sont vrais aussi. Et tout ça se mélange ensemble. C'est sûr que ça fait 6 ans que tu es au pouvoir, tu as un peu moins d'énergie pour mener à bien les réformes. C'est sûr et certain. C'est ça qui fait mal à la Coalition Avenir Québec présentement. Eux pensaient peut-être aller chercher un nouveau souffle. Peut-être qu'ils vont être capables de chercher un nouveau souffle. On ne sait pas quoi l'avenir. On vient de voir avec le Parti libéral du Canada. Je veux dire, ça donne un très bel exemple. On ne sait pas ce qui va arriver. Exact. Ça peut toujours changer. Exact. Peut-être qu'un mois stratégiquement, on pensait tellement que c'était une mauvaise stratégie de Trudeau de partir à ce moment-là. On disait qu'il aurait dû le faire avant. Finalement, c'était parfait pour Carney qui parte à ce moment-là. Et ça nous amène au Parti québécois. Pourquoi je te dis ça? Parce que le PQ, dans les prochains mois, aura à clarifier sa démarche référendaire. Puis là, la question fondamentale qui est au centre de la politique québécoise, c'est est-ce que le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois, est-ce que le fait qu'ils promettent un référendum dans un premier mandat et qu'ils sont très volontaires sur la question de l'indépendance, est-ce qu'à terme, ça pourrait faire mal à des électeurs, peur plutôt à des électeurs, notamment ce que tu as nommé en début de chronique, le fait qu'actuellement, il y a 30 d'électeurs péquistes qui voteraient non. Qui sont fédéralistes. Ou qui sont des peut-être oui, peut-être bien que non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des gens qui ne se posent pas vraiment la question. Puis, l'indépendance, oui, mais peut-être pas tout de suite. Puis, on verra par la suite. Puis, non présentement, oui, demain. Je pense pas que c'est des fédéralistes purs et durs qui disent peut-être que je voterai pour le Parti québécois. Mais des personnes qui pourraient être séduites par Pablo Rodriguez s'il gagne la course à la direction du Parti libéral. Ce qu'on nomme présentement, là, c'est au cœur de la dynamique de la politique québécoise pour les prochains mois. De savoir, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois, va être capable de retenir ces électeurs-là, qui a été capable de fédérer des électeurs mécontents, insatisfaits de la CAQ, que le Parti québécois a été capable de fédérer derrière lui. Est-ce qu'il va être capable de les retenir? Parce que là, avec 5 partis politiques qui ont eu 10 tu peux gagner une élection avec 32 ou 33 Oui. C'est la question fondamentale là, pour les prochains mois. Je trouve ça tellement excitant, notre discussion. Je pense qu'on va avoir une belle année et demie à venir pour vrai, à suivre tout ce qui se passe. On rentre tranquillement dans la campagne provinciale parce que là, on était dans une séquence Trump. Ouais. Après une séquence politique fédérale, politique Mark Carney. Là, on rentre tranquillement dans une séquence politique qui est québécoise. Donc, c'est pour ça que ce sondage-là est si important ce matin. Oui, et je lis un commentaire d'un auditeur. Je ne vote plus pour la Coalition Avenir Québec. J'ai dans la gorge les augmentations des salaires des élus de 30 000 c'est vrai, ça, je ne l'ai pas noté, mais effectivement. Et il coupe dans les écoles et les hôpitaux. C'est un bon point qui est soulevé là. Je vous rappelle la question, est-ce que vous êtes tanné de la CAQ? Si oui, pourquoi? Pour quelles raisons? Et est-ce que vous avez l'intention de voter différemment aux prochaines élections? Appelez-nous, écrivez-nous. Montréal, 514-790-9850. Ailleurs au Québec, c'est le 1-866-790-9850. Par texto, le 98985. Philippe Léger, chroniqueur politique, tu restes avec nous après la pause. Je reste avec vous. On réagit à vos questions, commentaires. On apprend dans un sondage léger publié dans le Journal de Montréal que la CAQ dégringole dans les intentions de vote. La CAQ est maintenant au 3e rang derrière le PQ et le PLQ. C'est gros. Philippe Léger, chroniqueur politique, est avec nous pour en discuter, pour analyser. On se demande pourquoi. Usure du pouvoir, mauvaise décision, cafouillage. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ces résultats-là. On pose la question à nos auditeurs. Est-ce que vous êtes tannés de la Coalition Avenir Québec? Et si oui, pourquoi? C'est ça aussi qu'on veut savoir. Est-ce que vous avez l'intention de voter différemment aux prochaines élections? Écrivez-nous dans la messagerie 98985. Il y en a du texto, Philippe, là, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça vous interpelle. Puis je pense que, comme moi, vous trouvez ça vraiment excitant comme discussion. Ce qui s'en vient, là, on va aimer ça quand même. Ouais. Bon, il y a toujours plates pour certaines personnes au sein des partis, comme la CAQ. Là, c'est le problème de la politique. Ben, des gagnants et des perdants. On a un appel. On va le prendre ensemble. C'est Christine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, est-ce que vous êtes tanné de notre gouvernement en place actuellement au Québec?
Oui, je suis devenue découragée durant les dernières années, là. Au début, j'ai voté pour eux, puis j'étais très contente de ce qu'ils ont fait dans leur premier mandat, mais par la suite, là, ça a vraiment dégringolé, là. Depuis qu'ils sont devenus électoralistes, je dirais. J'ai pas aimé les chèques qu'ils ont envoyés à tout le monde, les plus riches, les plus pauvres, tout le monde a reçu des chèques. Puis là, la goutte qui a fait déborder le vase, là, ça passe pas pour moi, là, c'est encore les études. Les millions qui ont dépensé pour les études pour le troisième lien, alors qu'il y avait déjà eu des études qui nommaient que c'était pas nécessaire, ce troisième lien-là. Pendant ce temps-là, on a des infrastructures comme l'hôpital Maisonneuve, puis comme des choses qui ça fonctionne pas. Ça tombe en décrépitude, les malades, pour les employés, pour tout le monde, mais ils donnent des millions à des firmes d'ingénieurs. C'est comme le scandale de SACLIC, c'est comme ils ont perdu là, le contrôle, là, ça ne va plus. C'est ça. Vous, ce que vous observez, c'est qu'ils gèrent mal les finances publiques. Ils gèrent mal l'argent que nous, on gagne si difficilement au boulot. C'est ça la déception. Christine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre point de vue. Bienvenue. Bonne journée. Philippe, il n'y a pas de surprise dans ce témoignage-là? Bien, c'est exactement le témoignage de Christine. C'est exactement ce que les Québécois semblent dire à la Coalition Avenir Québec, sondage après sondage. C'est-à-dire qu'on avait un gouvernement qui était extrêmement populaire en premier mandat et au deuxième mandat, bien, c'est plus profond que ça. Moi, j'ai un peu l'impression que dans ce deuxième mandat-là, la CAQ, le gouvernement Legault, se laisse balloter par les événements. Ils sont toujours en réaction à une crise. Ils n'ont jamais les devants. Ils sont toujours comme « Ah, il y a une crise, on réagit. Il y a une crise, on réagit. » Il y a le scandale, le fiasco SACLIC, on réagit, mais ils ne sont jamais dans... C'est pas eux qui contrôlent l'agenda politique, c'est pas eux qui mettent de l'avant. Les politiques sont toujours en réaction, fait qu'ils sont toujours un peu en rattrapage. Tu as toujours l'impression qu'ils sont sur le bord de se noyer. Puis là, ils essaient de nager, puis de sortir de ça, de se dépatouiller de ça, puis ça tombe toujours un peu à plat parce que tu es comme, OK, tu ne contrôles pas l'agenda, tu ne sais pas vraiment où tu t'en vas. Puis si tu me poses la question, c'est quoi la direction de ce gouvernement-là depuis 2022, j'aurais pas la misère à te le dire. J'aurais pas de dire, ils ont voulu faire une grande réforme avec Hydro-Québec. Ils ont voulu faire un grand pari avec Nordvolt. Ils ont voulu faire une réforme en santé, mais tu regardes les résultats et tu es comme, OK, ça ne fonctionne pas véritablement. Mais gars, je vais lire un texto là, qui mentionne quand même du positif. D'ailleurs, le départ de ce texto. Je ne cacherai pas ma déception face à la CAQ et les fiascos du parti. Cependant, il faut être aussi objectif. La CAQ a quand même eu des avancées. Alors, voici ce que cet auditeur citoyen soulève. Il faudrait... en fait, le droit des femmes a été mis un peu plus de l'avant. Dit aussi, puis c'est vrai, le tribunal pour agression sexuelle, le tribunal spécialisé, c'est arrivé sous la CAQ. La violence conjugale, l'augmentation des salaires pour les enseignants, des emplois majoritairement occupés par des femmes. Donc, une déception chez cet auditeur-là, mais qui dit quand même qu'il y a eu des beaux projets réalisés. Dans le premier mandat. Dans le premier mandat, non, mais ceci étant dit, moi, je dis tout le temps, si tu cherches, tu sais, le gouvernement, la CAQ, c'est souvent un gouvernement qui manque de cohérence, mais si tu cherches de la cohérence dans ce gouvernement-là, regarde du côté de Simon-Jolin Barrette. Écoute, Simon-Jolin Barrette a donné une cohérence depuis 2018 à ce gouvernement-là et continue. C'est probablement un des ministres qui a le plus fait avancer certaines causes féministes depuis dans les dernières années. Les tribunaux sur les violences sexuelles. Oui, les tribunaux spécialisés. Spécialisés sur là-dedans. Fait que, tu sais, je veux dire, il a fait toutes sortes de choses. Il a réformé le droit de la famille. Je veux dire, Simon-Jolin Barrette a été un ministre qui a donné une cohérence, un corps idéologique à ce parti-là qui, bien souvent, en manque. On a parlé de ces différentes lois-là, mais il y a aussi des lois sur la loi 21, la loi 96. Donc, ils sont arrivés en 2018 avec une volonté de remettre le Québec sur les rails en termes d'économie, mais sur les questions de nationalisme aussi. Les questions de nationalisme, c'était quoi? C'était la loi 21, c'était la loi 96. Après, en 2022, on ne sait pas trop ce qu'il y avait à offrir sur ce front-là. Et tout le vote nationaliste, c'est le Parti québécois qui s'en est emparé. Et sur les questions économiques, ils ont réussi certains trucs. Là, quand on regarde, par exemple, le rattrapage avec l'Ontario en termes d'écart de revenus, bien, la CAQ a réussi certains trucs. Mais tu te demandes sur certains autres paris économiques, notamment ce que je te disais, la filière batterie, Nordvolt, tu dis, OK, ça a été géré de façon un peu croche. Tu regardes les déficits du gouvernement du Québec qui sont historiques. L'année passée, de 11 milliards, cette année, de 14 milliards. Tu dis, OK, il y a un vrai problème là du côté de la CAQ sur la gestion des finances publiques, sur la gestion des affaires courantes de l'État. Surtout que lorsqu'ils sont arrivés, on avait des finances en santé
Donc, c'est comme premier mandat, ils en ont profité. Mais après ça les a rattrapés. Puis l'inflation à court terme, là, ça donne de l'argent au gouvernement. Hein? Parce que, essentiellement, l'argent augmente. Fait que tu as plus d'argent dans les coffres du gouvernement. Après, c'est la façon dont tu l'utilises. Quand tu fais des chèques à répétition 2 fois qui ont coûté 3,2 puis 3,5 milliards au Trésor québécois, par exemple, des baisses d'impôts qui fait qu'à chaque année, le gouvernement du Québec a moins d'argent pour investir dans les infrastructures, par exemple, bien, ça donne ce résultat-là par la suite. Et tu arrives avec un déficit, mais tu as un déficit aussi, un déficit d'argent du Trésor public, des déficits publics, une dette qui augmente, puis en même temps, tu as une crise des infrastructures. Je veux dire, puis tu as des services publics qui sont dans un piètre état présentement. Donc, tout ça ensemble, tu essaies de faire l'équation de ça, puis ça donne le résultat incohérence. T'sais. Je lis Nathalie. Je suis tannée de la CAQ. Ils sont rendus trop à l'aise. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi. Elle dit, je vais voter maintenant Parti québécois, un vent de fraîcheur et surtout d'espoir que quelque chose va changer. Bien, écoute, dans le sondage, il y a une autre donnée intéressante qui est centrale, c'est qui incarne le changement. Quel parti politique incarne le changement? Parce que si les Québécois disent, ben moi, à 63 je veux un changement de gouvernement. OK, ben beau, là, il va y avoir un changement de gouvernement, mais c'est quel parti qui incarne le changement? Puis là, tu vois, le premier parti qui incarne le changement, c'est le Parti québécois. Après, est-ce que les Québécois vont entrer dans le train de l'indépendance? Ça, c'est la question fondamentale. C'est la question qui va arriver dans les prochains mois, pas dans la prochaine année. Est-ce que les Québécois sont prêts à, de nouveau, s'embarquer dans une démarche référendaire? C'est exemple, on veut du changement, mais est-ce qu'on veut ce changement-là? C'est autre chose. C'est la question. Il y a Cédric au bout du fil. Bonjour, Cédric. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, vous répondez à cette question qu'on vous pose, là. Est-ce que vous êtes tanné du gouvernement de la Coalition Avenir Québec? Écoute, moi, normalement, je cancelle mon vote à chaque fois qu'on est appelé à voter. Le premier mandat de la CAQ, j'avais voté pour eux parce qu'il y avait une promesse qui me concernait et que je trouvais importante. C'était le changement de mode de scrutin qui n'a jamais été respecté. Puis nos élus, malheureusement, là, souvent, on vote pour eux sur des enjeux qui sont populaires, la santé, l'éducation, changement du mode de scrutin en faisait partie. Bref, quand ils ne respectent pas leurs promesses, c'est quoi les conséquences? C'est ça la question. Puis nous autres, après ça, on est pognés avec des lois en arrière qui sont passées sous prétexte qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Mais en fait, on n'était probablement pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de mettre comme loi. Et il n'y a pas juste ça. Il y a, admettons, comme Stablex, qui a été consulté avant la décision, Norvol, des investissements, ça clique, les dépensements de coûts. Écoute, c'est comment c'est géré cette affaire-là? Là? Parce que en fait, la question que je me pose, c'est arrêtez de donner l'argent au plus bas soumissionnaire, Maudine. Donnez-le à la personne qui va te donner le vrai prix. On est tout le temps en dépassement de coûts. C'est une catastrophe économique. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Rien. On attend le prochain 4 ans pour revoter pour un parti qui va nous plaire, qui va tenter de nous séduire avec des couleurs de cravate, comme dirait Falardeau. Bref, moi, je suis complètement désillusionné. Puis c'est pour cette raison-là que, normalement, je cancelle mon vote à chaque fois. Hey, là, on sent à quel point vous êtes à bout de Cédric, puis je peux vous dire que vous n'êtes pas le seul parce que justement, à lire aussi les textos qu'on reçoit, c'est vraiment une écœur en titre. C'est une écœur en titre qu'on ressent. C'est ce que vous venez d'exprimer. Cédric, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Bien, ça fait plaisir. Écoute, je rajouterais aussi que je trouve ça spécial de se faire dire qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale quand ils sont tous élus à peu près avec des 30 à 35 dans chaque circonscription. Sur 125 circonscriptions, tu as besoin de 63 sièges pour être majoritaire. Je trouve que c'est un méchant jeu de mots de dire qu'ils sont majoritaires quand c'est tous des 35 Ça, c'est une autre affaire que personne ne parle. Mais je trouve ça spécial en maudine que tous les Québécois dorment là-dessus. Oui, bien, c'est d'ailleurs pourquoi il y a tellement d'électeurs qui souhaitent qu'on réforme le mode de scrutin. Mais c'est toujours le même scénario. Le gouvernement dit « Ah, nous, on va faire ça », arrive au pouvoir, réalise que c'est à leur avantage de ne pas le changer, donc ne le change pas. Ouais. On verra pas ça. On verra pas ça de notre vivant. Quoi que ça pourrait peut-être arriver. Tu sais, ça prend, Philippe Léger, je pense que ça prend des électeurs comme Cédric aussi, pour dire à un moment donné, tu sais, qui parlent peut-être plus fort, puis de dire, ben nous, on a décidé que c'est ça qu'on veut. Puis c'est à nous de décider. Écoute, il y a un momentum qui s'est perdu sur le changement du mode de scrutin. En 2017, il y a Québec solidaire, il y a la Coalition Avenir Québec, il y a le Parti québécois, bon, tous les partis politiques sauf le Parti libéral du Québec qui se réunissent, avec la société civile qui signe un genre d'engagement qu'ils vont réformer le mode de scrutin. Puis il y avait tout un momentum de dire, ben là, il y a des problèmes avec notre mode de scrutin, il n'est pas représentatif du vote de la population, donc on va essayer de le réformer. Bon, le problème, c'est essentiellement le problème que tu viens de nommer. Le parti qui est en place
Ça a été la Coalition Avenir Québec au Québec. Ça a été le Parti libéral du Canada au Canada. Les deux, ils avaient promis de réformer le mode de scrutin et ça s'est un peu effondré parce que les deux ont été avantagés par ce mode de scrutin-là et tu ne veux pas le modifier. Bon, je ne vais pas ajouter à la colère de Cédric, mais la prochaine élection, avec 5 partis politiques en haut de 10 %, c'est sûr qu'il va y avoir une distorsion électorale, c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques. Le pourcentage de vote ne va pas refléter les sièges. Et la première victime de ça à l'élection de 2022, et c'est un vrai problème démocratique, là. C'est un vrai problème démocratique que le Parti conservateur d'Éric Duhem ait 13-14 % et n'ait aucun siège à l'Assemblée nationale. C'est un problème démocratique parce qu'il y a une représentation. Notre système politique est basé sur quoi? Il est basé sur la représentation. C'est-à-dire, essentiellement, on élit des gens qui vont nous représenter dans un Parlement. Mais s'il y a un pourcentage X, Y ou Z de Québécois qui votent pour un parti et il n'est pas représenté, bien, il y a un problème démocratique quand ce parti-là a 13-14 %. Là. Je vais lire un autre commentaire qui est en réaction au témoignage de Cédric qu'on vient d'entendre. Là. Quelqu'un qui dit « Il faut des conséquences pour les fausses promesses et pour les dépassements de coûts. » C'est l'impuissance que je ressens chez nos auditeurs. Philippe Léger, chroniqueur politique, j'ai déjà hâte à notre prochaine discussion. Je nous souhaite un prochain sondage aussi piquant, comme on pourrait dire. On aime ça quand ça bouge. On aime ça ça quand ça bouge. Moi, on s'en parle bientôt. À très bientôt, Philippe.